27 avril 2010. Mort et vie de Claude. J'aurais voulu me trouver aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence, très précisément à Carniole. C'est un hameau du bout du monde qui sent le bois sec et la chèvre. On y enterrait Claude Grégory. De mon bureau parisien, j'imaginais que l'air devait y être doux après un hiver sans fin. Sur le bleu strident du ciel, le vert natif des arbres ressemble à une sorte de buée. Tout est accident sur ce territoire. Des collines qui s'affaissent en combes aux vieilles maisons, aux toitures crevées. Tout parle ici d'abandon, de solitude, de retirement. Le tronc des petits chênes a la même couleur d'oubli que les rochers moussus. Faire 3 kilomètres sur des chemins de hasard prend parfois toute une journée. Et l'on ne sait jamais au crépuscule, quand le froid descend en même temps que la nuit, si l'ombre entreaperçue est celle d'un chasseur ou d'un assassin. De toute façon, cette ombre ne manquera pas d'être absorbée par une brume aussi soudaine qu'inattendue. C'est dans cet arrière-monde, sans souvenir, qu'avait décidé de vivre Claude Grégory avec sa femme Myriam. Il sortait tout botté et casqué de la résistance. Poésie casquée, disait déjà Pierre Segers. Je l'avais rencontré pour la première fois au Club français du livre, dont il était le directeur littéraire. Qui donc m'avait adressé à lui ? Mystère. La mémoire, je l'ai dit, n'est pas un agenda. Étrange personnage en vérité, capable de disserter avec la même ferveur de littérature, de bouddhisme, d'acupuncture, de politique ou d'histoire. On m'a introduit dans son bureau avec la même componction que s'il était agi d'un ministre. Sérieux, très directorial, regard vif et menton carré, il m'invita à m'asseoir. Après quoi, je n'eus qu'à l'écouter. Le jeune provincial que j'étais n'en revenait pas d'une telle assurance. À l'évidence, cet homme portait une cuirasse de bronze et jusqu'à sa voix au reflet cuivré. Puis après 10 minutes de discours, il me prie de l'excuser, et tel un drogué en manque, il appelle sa femme 1 fois, 2 fois, 10 fois, pour un oui ou pour un non, pensais-je. Sot que j'étais. J'apprendrai à mesure que je les découvrirai, ces deux-là, qu'il n'y eut entre eux que des oui. Une autre fois, dans le même bureau, avenue de l'Opéra, si ma mémoire ne me trompe pas, il tournait avec rage, tantôt les mains croisées dans le dos, tantôt les bras levés, en prenant le ciel à témoin qu'il serait dérisoire, lamentable, tragique même, que M. Pompidou pût succéder au général de Gaulle. Mais on ne succède pas à de Gaulle, s'écriait-il. Peut-être est-ce la seule fois que, mêlant son action dans la résistance avec son admiration pour le général, il me laissa voir une passion qui le brûla des années durant. Il était multiple et un, comme il sied à un gentilhomme. Je l'ai connu éditeur. Il fut l'un des tout premiers à me faire confiance. Homme d'affaires où il se montra plus qu'avisé, bouddhiste, astronome, écrivain, mais sa principale qualité fut d'avoir été un amoureux fou. Fou d'amour, éperdu d'amour. Tel il fut selon moi, tel il restera dans mon souvenir. Voilà pourquoi il imposa à Myriam, sa femme, dès qu'il le put, une retraite digne d'Abélard, afin de n'être distrait en rien, ni par personne, du temps qui passait et qui vivait du souffle de Myriam. Elle allait, elle venait dans cette maison sans âge, et il ne cessait de l'observer. Ne pas perdre une seule seconde de cette vie à lui donner, à lui abandonner, à lui dévouer. En somme, derrière les masques dont il s'affublait pour échapper à la comédie sociale,